chacun. Je voudrais qu'on commence par ce fameux jeu que vous avez sous les yeux. Et je vais vous poser une question un petit peu provocatrice. Au fond, ces jeux, ils ont été conçus justement, je dirais presque à la limite, pour des gens qui ne sont pas voyants, à la limite. C'est-à-dire qu'ils sont justement, ce sont des jeux qui correspondent à des valeurs de voyance, mais qui sont justement une forme de vulgarisation de la voyance pour que le grand public, pour que chacun puisse accéder à cette dimension. Et donc, ce côté très parlant de ces cartes laisse supposer a priori que, justement, toute personne qui achète ces jeux de tarot, quel qu'il soit, va pouvoir elle-même faire un tirage et se tirer à elle-même les cartes. Et donc, quelque part, quand on va voir un professionnel, il n'est pas tellement logique de sortir le tarot, puisque le tarot, c'est justement fait pour les gens qui ne sont pas professionnels. Mais le paradoxe, c'est que, justement, souvent, les professionnels, eux, ils utilisent le tarot, alors que ça devrait être réservé au grand public. Alors donc, Andène Dulac, vous essayez de nous expliquer que, même s'il y a un niveau primaire de tarot, ça ne va pas très loin, et qu'il faut quand même être très doué et très cultivé pour en tirer un vrai bénéfice. Alors, c'est amusant, parce qu'on a parlé juste un petit peu avant. En fait, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que la divination n'a pas besoin du tarot. Il suffit de prendre la main, d'avoir des influx, d'avoir des perceptions. Dans ma pratique, et d'abord parce que j'aime le tarot, je me sers du tarot. Pourquoi? Parce que comme ça, mon consultant peut suivre avec moi ce que je vais lui dire et le chemin qu'il doit prendre ou qu'il pourrait prendre, puisque je parle toujours plutôt d'avenir potentiel. Il y a plutôt plusieurs chemins. Mais les chemins, c'est vrai que face à mon consultant, je les vois déjà. Donc, le tarot, il s'apprend. Ce sont des cartes, arcanes, comme on veut, avec des symboles. Donc, il faut déjà connaître les symboles. Effectivement, comme je vous le disais, c'est une méthode de lecture qui est à la portée de tout un chacun pour peu qu'il veuille l'étudier et s'en servir. Après, je m'en sers comme support à la voyance pour que mon consultant suive mieux la voyance, ce pourquoi il est venu me voir, pourquoi je lui dis telle et telle chose, et sur quoi je m'appuie. Puisque les symboles, c'est lui qui va déjà faire au moins couper les cartes, il est acteur de sa propre destinée, et là il peut le voir qu'il est acteur de sa destinée, et il peut aussi voir qu'il a plusieurs choix, plusieurs chemins au fur et à mesure du tirage. Je vais poser une petite question en passant. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des clients qui arrivaient avec leur propre jeu de tarot en disant « Je me sers sur le tarot, mais est-ce que vous pouvez m'apporter plus de lumière sur ce jeu dont je me sers ?» Bien sûr. J'ai même aussi des filous, on va dire, des coquins, qui arrivent en me disant « Andène, je veux apprendre le tarot, est-ce que vous pouvez me donner un cours ?» Et je me rends compte qu'en fait, ils s'y connaissent déjà. Ils s'y connaissent déjà, et eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est d'autres clés, d'autres modes de lecture. Bon, et tant mieux. Et au contraire, plus on s'enrichit, et mieux c'est. Mais c'est vrai que souvent, on fait ce que vous aviez dit au début, c'est ça. Ils sont cartomanciens, donc ils n'ont pas de don de voyance. Non, on peut être cartomancien, lire les cartes, lire le tarot, être tarologue, sans don de voyance. Et à ce moment-là, effectivement, le tarot aide. C'est une méthode de lecture, on s'évade, on lit, il peut aider. Mais on peut aussi être tarologue et avoir un don de voyance. De même que j'aime bien toujours faire la différence entre qui est médium, qui a un don de voyance, qui est tarologue, etc. Ce sont des aptitudes différentes qui sont souvent mélangées. Un médium, c'est clair, c'est quelqu'un qui entre en contact avec le monde de l'au-delà, avec l'intangible. Oui, mais on peut se poser la question... Qui donc a des guides, peut rencontrer en... Voilà. Mais là, c'est pas ce que je fais. On peut aussi se poser la question, Andène Dulac, on se peut dire aussi que grâce au tarot, il y a des gens qui peuvent faire semblant d'être des voyants. Mais complètement. Parce que finalement, c'est un peu une sorte de façon oui. de jouer au voyant. Ah oui, mais alors, à mon avis, quand on joue à être voyant, eh ben on est voyant. Je pense qu'il y a toujours des connexions qui font qu'à ce moment-là, on a une autre perception. Vous voyez, je
n'aime pas rentrer. Bon, c'est vrai que la voyance est toujours un peu sulfureux, on a toujours un petit peu peur que des gens vous disent n'importe quoi. Voilà. Mais moi, j'accorderais la confiance. Quelqu'un qui vous lit le tarot, qui n'y connaît rien, il va certainement être inspiré par ailleurs. Oui. Vous voyez? Alors, de là après à en faire vraiment profession, bon, effectivement, mais vous savez, hein, c'est comme dans toutes les professions, hein, il y a toujours des bons et des mauvais, il y a des bons plombiers, de mauvais plombiers, il y a des bons médecins, de mauvais médecins, etc. Hein. Après, à chacun de rentrer en contact avec qui lui plaît, hein, bons avocats, bon, enfin, etc. On va pas polémiquer là-dessus. Hein. Enfin, disons que ce qui caractérise le tarot, c'est que c'est à la fois c'est quelque chose qui est assez répandu finalement Oui, dans le public, mais en même temps, il y a des gens qui sont spécialistes. C'est comme il y a par exemple, tout le monde fait la cuisine, mais il y a des grands restaurateurs. Exactement. Bah, bien sûr, c'est exactement la même chose. On peut ne pas faire le même hachis parmentier. D'ailleurs, dans toutes les maisons, aucun hachis parmentier n'est le même. Alors, c'est vrai que celui qui fait du hachis parmentier et qui est cuisinier va savoir quelle pomme de terre il faut prendre, qui était parmentier, comment il a porté les pommes de terre en France, quelle viande, quel morceau de viande il faut prendre. Il va savoir faire la différence entre un hachis parmentier et le pâté gueux. Alors, pourquoi je parle du pâté gueux, hein? C'est le pâté dégueu, hein, c'est parce que c'est une nourriture de pauvre. Voilà, c'est une nourriture de pauvre, c'est ce qui a sauvé la France de la famine, hein. Voilà, bon, alors après, il y a toutes ces connaissances historiques qu'on a ou qu'on n'a pas. N'empêche qu'au goût, et on peut très bien faire un très bon hachis parmentier sans connaître tout ça. Bien sûr. Hein, le résultat. Et on peut nourrir surtout Mais sa famille avec. Bon, voilà, c'est la même chose. Ouais. Quand je écoute, par exemple, je pense aux astrologues, eux aussi, finalement, au départ, bon, ils font des calculs, etc., mais à un moment donné, quand ils veulent interpréter le thème, il y a autre chose qui se passe. Il faut qu'ils s'en dégagent. Hein, parce que c'est tellement compliqué en plus que, voilà. quelque part, oui. comme vous dites, il faut qu'ils fassent appel à leur pouvoir refoulé pour qu'ils s'en sortent, parce qu'autrement, ils vont patiner. Mais un diagnostic pour avec ça. Oui. Vous avez les résultats scientifiques. N'empêche, il faut aussi avoir une certaine intuition, des fois, pour découvrir la maladie qui se cache derrière. Hein, interpréter. Il y a une interprétation des choses aussi, en tout, dans toute science. Alors, c'est vrai que la tarologie n'est pas une science. C'est une science occulte, cachée, ésotérique. Alors, il y a un autre aspect que je voudrais aborder avec vous, parce que j'aborde souvent avec mes interlocuteurs des sujets de recherche que j'ai par ailleurs, c'est le fait que, malgré tout, si on continue à prendre cette parabole, prenons le cas par exemple des voitures. Alors, il y a les garagistes, effectivement, qui réparent les voitures, et puis il y a les usines où on fabrique les voitures. Donc, malgré tout, en général, une voiture n'a pas besoin d'être réparée. Hein, quand elle vieillit. Non, je veux dire que la plupart des voitures fonctionnent à peu près normalement, sinon il n'y aurait pas assez de garagistes. Donc c'est quand même, et le garagiste, il est là pour rétablir la voiture dans l'état normal, qui est le sien. Donc ça pose la question de la norme qui est derrière. C'est-à-dire que peut y avoir, la personne peut être sortie de la norme, il peut y avoir un accident, et quelque part, est-ce qu'il faut essayer de la rétablir dans sa norme? Une consultation tarologique, ce serait pour réparer la personne, la remettre dans la norme. Ben, en médecine, c'est le cas. Vous êtes d'accord, en médecine, on est quand même censé ramener les gens à un état de santé normal. Voilà, alors que oui, non, dans le tarot, je ne pense pas que ce soit ça. Puisque là, en fait, finalement, il peut y avoir une norme sociale, un comportement adapté ou inadapté, mais moi, je ne suis pas là pour ça. Oui, mais si on fait le rapprochement, moi j'aime bien le rapprochement entre les différentes disciplines qui sont complémentaires. L'astrologie, par exemple, parce que moi je suis d'abord astrologue. Oui, je sais bien, oui. L'astrologie, une certaine forme d'astrologie peut apporter une sorte de norme. Il y a un certain cycle planétaire avec des rythmes qui sont à peu près structurés. Et donc on pourrait dire que, je ne parle pas des astrologues qui essaient de prévoir des accidents, mais quand il s'agit de suivre un processus, il y a un processus qui est normal. Et il peut y avoir des éléments qui viennent perturber ce processus. D'accord. Et à ce moment-là, on fait appel à d'autres disciplines qui... Par exemple, quand vous vendez une voiture,
vous ne savez pas ce qui va arriver à cette voiture. Non. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Donc, il y a le modèle, et Façon puis de la conduire, il y a le oui. modèle qui est là, la norme qui est là, et puis il peut y avoir des choses qui vont perturber. Bon. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité, à mon avis, naturelle entre l'astrologie et le tarot, par exemple. C'est que l'astrologie bien pensée devrait établir la norme, c'est-à-dire ce qui fonctionne normalement, non seulement au niveau de l'individu, mais au niveau de l'espèce humaine, en quelque sorte. Que l'astrologie, elle est aussi vouée à nous parler de l'être humain, comment il doit fonctionner normalement. Et puis, il y a des cas particuliers. Vous savez que le mot déjà, quand on est un cas particulier, c'est qu'on sort de la norme. Par exemple, rien n'est plus particulier que la maladie. Si vous commencez à être malade, vous n'êtes plus dans la norme. Si vous n'êtes pas malade, vous êtes à peu près prévisible. C'est-à-dire, normalement, il y a des prévisions. Normalement, on peut prévoir que si quelqu'un est dans la norme, on peut prévoir ce qui va lui arriver. On prévoit ce qui est dans la norme, donc il va suivre un processus dans la journée, dans l'année, etc. Bon, s'il n'est pas dans la norme, il n'est plus prévisible au premier degré, mais il peut être prévisible si on fait appel à des savoirs supplémentaires. Donc, par exemple, l'astrologie pourrait prévoir la norme logique des choses, et le tarot permettrait de préciser si ça sera le cas ou pas, et s'il ne viendra pas, et il ne va pas se produire quelque chose qui va empêcher la normalité de se mettre en place. Donc je crois qu'on ne peut pas échapper à la norme. Normalement... Ah ben ça, c'est ce que vous voulez. Oui, non, moi, je ne dis pas que les gens on peut très bien s'en démarquer, on peut s'en démarquer de la norme, mais quelque part, il faudrait arriver à dire, voilà, bon, quelle est la norme, et voilà, on va vous y remettre. Ah oui, alors que moi, je ne vois pas ma pratique comme ça. Hein. Voilà. Je vois plutôt la possibilité des chemins qu'a mon consultant, et lui éviter certains écueils. Alors, c'est peut-être ce que vous appelez qui n'est plus dans la norme, pour qu'il revienne sur un chemin qui lui conviendrait mieux. Oui. Hein, qu'il soit moins égaré sur son propre chemin de vie. Vous jouez sur les deux tableaux. En vous entendant, il semblerait qu'à la fois le tarot puisse déterminer ce qui serait logique chez la personne et ce qui pourrait venir perturber. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Moi, je crois qu'il y a deux disciplines qu'il faudrait quand même distinguer. Mais qu'en médecine, quand on prend le mot de la médecine, le mot médecine a deux sens différents. Un prix Nobel de médecine, c'est pas quelqu'un qui soigne une grippe. Non. Un prix Nobel de médecine, ou les grands... Enfin, il peut quand même la soigner. Ou bien les grands noms de l'histoire de la médecine sont des gens qui ont découvert des choses en médecine, qui ont découvert la circulation sanguine, qui ont découvert, etc. Bon. Donc eux, ils découvrent des lois générales. Et après, il peut y avoir un problème de circulation qui se produit. Mais il faut déjà qu'il y ait derrière une base générale. Le médecin, il a quand même des connaissances générales. Il n'est pas un guérisseur qui travaille comme ça sans avoir connaissance. Il a une connaissance de l'anatomie, etc. Oui. Donc d'un côté, en médecine, il y a d'un côté l'anatomie, de l'autre côté, il y a la médecine d'intervention, mais ce n'est pas la même médecine, en fin de compte, quelque part. Parce que le médecin qui doit découvrir quelle est la raison, comment il va falloir guérir la personne, et comment il a attrapé ça, c'est une science totalement différente que celle de faire des recherches en médecine, par exemple. Bien qu'on puisse fabriquer quand on fabrique un vaccin, c'est pas pour une personne, c'est pour des millions de personnes. Bien sûr. Donc le vrai médecin, c'est celui qui travaille pour l'humanité entière. C'est pas celui qui travaille pour son client qui l'a en face de lui. Et même celui qui travaille pour son patient, c'est quand même un vrai médecin. C'est voilà. Un plus petit médecin peut-être. C'est pas un chercheur, c'est pas le même métier. Voilà. Mais moi, je ne suis qu'une artisane du tarot. Oui, mais vous dites que vous pouvez à la fois savoir ce qui est la voie normale et ce qui pourrait en même temps venir perturber cette voie normale. Non, ce qui est la voie normale, la voie sociale alors, parce que moi je vous ai dit que je ne voulais pas spécialement travailler dans la normalité. Quand quelqu'un vient me voir, c'est plus pour savoir quel est le chemin qui lui est le plus profitable. C'est une forme de normalité quand même. Pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui est justement sur une voie parfaitement socialement établie, dite entre guillemets normale, et qui en fait a des désirs et des potentiels qui font qu'il préférerait prendre un chemin de traverse pour avoir une réalisation artistique, etc. Ça m'est arrivé de déceler chez des gens une disposition artistique qu'ils n'osaient pas s'avouer. Et à partir du moment où ils m'ont entendu dire « mais je vous vois avec un chemin et avec des choses posées sur vos capacités artistiques », qu'ensuite, ils me téléphonent en me disant « ça y est, Andenne, je suis à ma première exposition, est-ce que vous pouvez venir à mon vernissage, etc. »
Alors qu'en fait, s'ils n'étaient pas venus me voir, ils n'auraient peut-être jamais osé se le dire. Il me vient un slogan en votre faveur. Rencontrer en Andenne, c'est une aubaine. Vous l'avez fait, celle-là? Non, on ne l'a jamais fait. Il faut le dire. Mais je ne sais pas si c'est une aubaine, hein. En tous les cas, je pense que mes consultants sont assez ravis, pas tous, hein. Non, parce qu'en fait, je ne dis pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Non. Hein, si quelqu'un vient me voir en me disant, voilà, Andenne, je veux faire tel et tel métier, etc., et que je lui démontre qu'il ne va pas avoir forcément la possibilité, capacité, etc., de s'engager dans cette voie, bah, ça me fait penser à une de mes consultantes, il y a un certain temps, qui a repris des études, qui m'a fait d'ailleurs un retour un peu négatif, puisqu'elle a repris des études, elle cherchait un stage pour valider son master, elle a trouvé le stage et elle a démissionné. Et moi je lui avais bien dit qu'elle trouverait le stage, et je voyais quand même de grandes difficultés pour valider ses acquis, etc. Et en fait ces difficultés c'est elle-même qui se les créait. Bon, des fois on n'ose pas toujours aller, hein, quand on a un consultant, lui dire mais attention vous êtes vous-même... Mais en vous écoutant, on a l'impression que les gens viennent vous voir pour des orientations professionnelles. Oui. Oui, on a l'impression que c'est un peu votre clientèle, ce qui n'est pas du tout évident en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai une clientèle un peu, je dirais presque artistique, beaucoup d'artistes, oui. Et ouais, d'intellectuels, des choix de carrière. Oui. Pas forcément des jeunes, hein, oui. Non, ma clientèle n'est pas très jeune en non. fait. Hein. J'ai une clientèle masculine assez importante, étonnamment, on pourrait dire. Oui. Voilà. Justement parce que quelque part vous ne proposez pas tout à fait la même démarche, peut-être. Peut-être. Bah, attention, il y a aussi les questions sentimentales. Mais c'est vrai que je suis un peu originale là-dessus. Je dois reconnaître. Parce que bon, effectivement, on influe quand même un petit peu. Parce que la façon dont vous parlez des questions que vous posez, c'est pas typiquement celle que les tarologues mettent en avant. Ah, je me rends pas compte. Oui. Ah bon le tarologue, on a l'impression que c'est des choses très ponctuelles. Qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce qui va... bon, on va revenir là-dessus. Ah oui, c'est vrai que les gens qui viennent me voir, c'est souvent, il y a toute une réflexion. Oui, je crois. Oui, ils viennent pas me voir. Bah, si, après il y a de tout, hein. Il y a aussi la mais personne qui. Cela dit, on est quand même assez. Il faut qu'on revienne un peu sur le fond du sujet là. Et alors finalement, comment est-ce que le tarot peut répondre à ce genre de questions alors parce que vous nous dites. C'est un mystère. Alors là, je suis toujours moi-même étonnée. Ou plutôt, comment vous arrivez à tirer du tarot ce que vous en tirez, on pourrait presque dire. Eh ben, voilà. Alors après, je marche sur les symboles, etc. Hein, j'ai une méthode de tirage peut-être un peu particulière, ou dans un premier temps... Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un tirage? Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un tirage? Voilà. Dans un premier temps, on fait un petit peu connaissance et je vois pourquoi la personne est venue me voir. Ah oui, elle n'a pas besoin de me le dire. En fait. Non, je ne demande que le prénom et la date de naissance. Vous n'avez pas besoin, vous ne demandez pas rien. Qu'est-ce que vous attendez? Non. C'est très préférable. Mais après, ça devient interactif quand même. Oui. Hein, c'est-à-dire que dans un premier tirage, je dis voilà, vous êtes venu me voir pour ça, ça et ça. Bon, mais là aujourd'hui, on va plutôt parler de ça. Ça va dans un avantage, c'est que vous êtes. C'est parce que c'est un peu trop facile parfois quand on vous pose une question. C'est un peu la facilité parce que ça met le voyant sur la voie. Et donc, ça lui mâche le travail. Après, alors que là, par exemple, si on ne vous pose pas de questions, là, vous travaillez un peu plus sans filet. C'est vrai qu'un voyant médiocre aime bien qu'on lui pose des questions parce que ça, il n'a plus qu'à répondre par oui ou par non. Ah oui, on lui a déjà fabriqué, on lui a déjà facilité la chose. D'accord. Oui, mais comme je vous disais que le tarot n'est qu'un support à ma voyance, en fait, je pense que des fois, le chemin de vie de la personne s'ouvre devant moi sans le tarot. Ah ben oui, ça aussi, bien sûr. Donc les deux s'allient après. Oui. Mais... oui. Après, question peut-être de connivence, d'onde peut-être. Et pourquoi vous avez choisi ce tarot en particulier, qui n'est pas un des plus faciles, parce que le tarot de Marseille à côté c'est beaucoup plus simple apparemment. Là, non, celui-là il est très facile. Mais il y a quand même beaucoup de cartes.
Bah non, il y en a 78. Oui, mais dans le tarot de Marseille, on Bah, utilise il y a les parfois. 78. Il y a surtout les 22 arcanes. Ah oui, bah non, alors là, on aborde un sujet. Ah, qui vous inspire. Qui m'inspire. Oui. Comment peut-on tirer le tarot avec seulement les arcanes majeurs? Oui, voilà, oui. Ah, je ne sais pas. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Pour moi, il y a 78 arcanes. Elles ont toutes la même valeur. Oui. Il n'y a pas les majeurs, les mineurs. Alors ça, tiens, ça c'est la norme, majeur, mineur. Alors supérieur, inférieur. Non. Les arcanes sont tous là pour une bonne raison. Je ne peux pas tirer le tarot avec simplement les arcanes majeures. Je ne sais pas, c'est comme si vous faisiez de la cuisine sans le sel et le poivre. C'est possible, mais le plat il est fade. Oui, mais enfin, si vous voulez... Sans les épices. Là, on va toucher à un autre sujet. C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement... je ne sais pas... on pourrait dire que d'une certaine façon, il n'y a pas un nombre illimité de solutions ou de réponses. Donc, pourquoi, à la limite, moi je ne sais pas, par exemple, il y a beaucoup de questions. Moi je sais pas, par exemple, je pose parfois des questions à des voyants sur des trucs qui me concernent. À la limite, la réponse c'est oui ou non. Ah ben parce que vos questions sont fermées, moi je marche qu'à la fin. Ah oui. Si on n'a pas abordé tous les sujets, il faut dire qu'une consultation dure 1h30. D'accord. 1 heure, 1 heure. Donc, tac. Bon. À la fin, je dis au consultant, bon maintenant, est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée? On fait un petit tirage pour voir. Bon, à ce moment-là, 3 cartes. Bon. Souvent, non, tout a été dit. Oui. C'est vrai que ce ne sont pas des questions fermées. C'est pas vais-je trouver un emploi? Oui, non. C'est vais-je trouver un emploi? Oui. Mais à telle et telle condition. Avez-vous activé? Alors là, c'est là où sur le tarot, on voit est-ce que la personne a un réseau relationnel? Est-ce qu'elle l'a activé? Est-ce qu'elle a refait son CV? Comment? Pourquoi? Avec qui? Quels sont ses diplômes? Quelle est sa recherche? Là, on est en fait dans l'orientation professionnelle. Là, on est oui, vraiment alors dans on le y conseil, recommence. on est vraiment dans le conseil professionnel. Alors, allez, changeons de sujet sentimentalement. La personne est en plein divorce. Bon, vais-je avoir une pension alimentaire correcte? Bon, combien? Voilà, alors après, qu'est-ce que correct? C'est là où vous êtes dans la norme. Si son mari gagnait le SMIC, la pension alimentaire va être réduite à la pension de fortune Congo. Bon, voilà. Après, si la personne elle ne se donne pas les moyens d'aller voir un avocat, admettons qu'il soit en relation libre, un concubinage, union libre, voilà. Bon, ça je le vois. Je lui dis, mais attention, là, est-ce que vous avez... Ah oui, mais il m'a dit qu'il me verserait ça. Avez-vous fait? Alors là, le protocole. Alors là, on va tirer quoi? Il va y avoir forcément la justice ou le jugement. Ah ben voilà. Bon, il va y avoir un 5 de coupe. Ça, c'est le chagrin d'amour. Ça, c'est la personne qui est tellement chagrinée qu'elle n'est pas capable de prendre les bonnes décisions. Hein? Voilà, alors bon, admettons... Enfin, on a un vrai roman, là. Oui. On a un roman. Ben oui, mais c'est ce que je vous disais au départ. La méthode de lecture, c'est d'assez bien connaître, je dirais même, bon allez, je vais être un peu prétentieuse, de très bien connaître la symbolique, et à partir de là, ça se lit comme un roman. Un livre ouvert. Ça se lit, voilà, la personne se livre à moi, un livre ouvert. Ouais. Avec tout son potentiel, intellectuel, affectif, spirituel. Ça m'est arrivé aussi de voir que des personnes avaient besoin de développer leur côté spirituel qui était complètement noyé sous leur matérialisme. Oui, mais alors à ce moment-là, il y a une forme de suggestion là. C'est-à-dire qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est aussi l'ambiguïté qu'il y a dans ce domaine-là. En fin de compte, on dit quelque chose à quelqu'un, soit ce qu'on dit à cette personne, qu'est-ce qu'elle sait, et elle a dit ça, mais si ça correspond à ce qu'elle ne sait pas, on va dire, ben, ça, voilà, c'est une ouverture. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle les self-fulfilling prophecies, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut donner des idées à la personne, en fin de compte. Oui. On peut lui donner des idées, pourquoi pas, après tout, l'être humain, il est fait pour découvrir des choses, pour s'ouvrir, et donc, d'une certaine façon, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de prévoir, il s'agit tout simplement de donner à la personne des choses des clés pour avancer dans la vie, pour découvrir des choses dans la vie. Je pense que le tarot, il est beaucoup là pour donner des clés. Oui, mais à ce moment-là... alors vous dites qu'on n'est plus dans la divination, c'est ça? Non, on n'est plus, oui, on est dans, on pourrait appeler
appeler ça, alors, je reviens sur la notion de norme, on lui dit, vous êtes un être humain, rien ne vous est étranger, rien ne vous est interdit, donc si je vous propose, si je vous suggère de faire ça, ça fait partie des choses qui peuvent se présenter, pourquoi pas? Effectivement, nous avons des potentialités énormes, les êtres humains, donc pourquoi ne pas explorer une potentialité qui n'a pas encore été développée Oui, sauf que le tarot lui dit, vous avez cette potentialité et vous ne l'avez pas développée, et je vois qu'il va y avoir un moment sur votre chemin, cette opportunité. Oui. Sachez, alors là, c'est ça aussi. Sachez saisir l'opportunité qui va se présenter. Oui. Vous allez pouvoir la voir. Alors tiens, je vais vous raconter encore une anecdote. Mais bien sûr. Il m'est arrivé d'avoir une consultante qui cherchait un logement social. Bon, donc elle vient me voir, sa question était simple, c'était oui, non, fermé. Elle me dit, vais-je obtenir le logement social pour lequel j'ai déposé un dossier? On pourrait dire c'était oui, non. On change. Pose les arcanes, et qu'est-ce que je vois? Je vois que oui, elle a la possibilité d'avoir ce logement, mais qu'il va falloir qu'elle mette du sien. Alors on commence comme ça, je dis quand même, puis après je dis, mais attendez, vous allez avoir une opportunité, il va falloir la saisir pour avoir ce logement. Alors elle me dit, Mandane, qu'est-ce que vous me racontez? Je lui dis, écoutez, je ne sais pas trop, mais ce logement, il est à votre portée, mais il va y avoir une condition, et il y a une opportunité, il va falloir les saisir. Et puis après, je lui dis, puis moi, je vois un repas. Quelques temps plus tard, elle me téléphone, elle me dit, écoutez, j'ai été invitée par ma belle-sœur à dîner. J'avais pas trop envie d'y aller, puis bon, vous m'aviez parlé de repas, j'ai dit, allez, j'y vais, au repas. Et là, eh ben, il y avait un des adjoints au maire de sa commune. Et du coup, le fait d'être venue me voir et que je lui avais dit qu'il va falloir saisir l'opportunité, elle a osé lui dire, j'ai un dossier, tous les éléments sont bons, c'était pas un piston spécial, c'était simplement, et elle a eu son logement. Mais elle ne serait pas venue me voir, peut-être qu'elle sera au repas, peut-être qu'elle... Mais elle m'a dit, j'ai osé lui demander parce que vous m'aviez dit que j'oserais le faire. Enfin, on ne peut pas dire que ce soit une organisation. Ce n'est pas un exemple en rapport avec la question des orientations professionnelles. Non, tout le monde ne vient pas me voir que pour les orientations. Non, mais je veux dire que c'est vrai qu'effectivement, je prenais l'exemple justement quand on encourageait les gens à aller dans une certaine direction. Ben moi, je ne les encourage pas à aller dans une certaine direction. Il faut que ce soit inscrit, c'est ça? Oui, il faut quand même qu'il y ait Mais ça revient au même quelque part. Que de toute façon, c'est légitime de dire à quelqu'un d'aller dans une direction X ou Y. Oui, mais il pourrait très bien y trouver quelque chose. En fait, c'est vrai que j'ai dévié, mais c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que des fois, je leur dis, voilà, vous allez aller à tel entretien, il va y avoir telle et telle question qui vont vous être posées. Réagissez là, d'après ce que je vois, pour obtenir ce poste, il va falloir réagir un peu différemment. Peut-être avoir plus confiance en vous, peut-être avancer d'autres arguments, peut-être ne pas dire que vous voulez absolument pas travailler samedi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Oui, ça arrive. Ça arrive. Vous voyez, c'est selon. C'est pour ça que quand vous me dites c'est assez limité, non, je ne trouve pas que ce soit limité. Alors une autre question, toujours un petit peu problématique, c'est au fond la plupart des gens arrivent à se débrouiller sans le tarot et sans les voyants. Bien sûr. Alors, ça veut dire que ces gens-là, normalement, on arrive à organiser sa vie sans ça. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne... moi-même, par exemple, je me suis posé la question récemment. J'ai posé une question à une voyante. Je me dis, mais pourquoi je pose cette question à cette voyante? Pourquoi je ne résous pas le problème tout seul? Oui. C'est comme si on m'avait découragé, quelque part, à penser que je pouvais le faire moi-même et que je devais me décharger la charge de la chose sur quelqu'un d'autre qui pourrait le faire mieux que moi. Ce qui veut dire, parce que finalement c'est ça aussi, il y a beaucoup de métiers comme ça, entre parenthèses, qui n'existent que parce que on a persuadé, ou les gens se sont persuadés, qu'eux-mêmes ils ne s'en sortiraient pas. Et qu'il fallait quelqu'un pour les aider. Oui, alors moi je vois pas des choses comme ça. Je vois
la consultation de voyance plutôt comme une opportunité en plus. Bien sûr qu'on n'a pas besoin spécialement d'aller voir un voyant, mais bon, on a besoin... vous savez, il y a des gens, ils vont demander des avis à des amis, à la famille, à tout le monde. Bon, bah, le voyant, il vient en tant que conseil de la même façon. Hein. On va voir son avocat, on va voir son médecin, on va voir son conseiller fiscal. Bon, oui, mais la différence, c'est que c'est des fois... La différence, c'est que, Madame Dulac, la différence, c'est que quelque part, ces capacités de voyance ne passent pas par l'acquisition véritablement d'une formation, d'une licence, etc. C'est des choses qui sont en nous, qui sont innées. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les aurait pas? La voyance. Pourquoi on ne serait tous pas, ne serions-nous pas tous voyants? Je pense qu'on est tous voyants. Est-ce que vous-même, dans votre famille, c'est une question que je pose, est-ce que vous avez des exemples de voyants autour de vous quand vous étiez petite? Que moi j'ai oui. Oui. Quand j'étais enfant? Oui. Bah, bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est comme ça que j'ai su que j'étais voyante. Oui, non, mais justement, j'étais à peu près sûr de la réponse. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'appelle la notion d'éveil. Hein? Un enfant, il voit des choses. Pourquoi est-ce qu'un enfant se met à parler? Parce qu'il voit des gens qui parlent, etc. Bon, un enfant qui voit autour de lui des parents ou des grands-parents qui font certaines choses, il se dit pourquoi pas moi? Et donc il va réveiller, il va déclencher chez lui quelque chose pour y arriver aussi. S'il n'a pas d'exemple de ce genre, il ne va pas déclencher ça. Alors oui, c'est vrai que des deux côtés, hein, côté provençal et côté breton, il y avait des aptitudes et des intérêts pour la divination. Donc vous avez été témoin. Dont j'ai été le témoin, oui, bon, mes parents n'exerçaient pas du tout, n'étaient pas dans le milieu médical, ça n'a rien à voir. Bon, voilà, enfin, rien à voir, je ne sais pas. C'était un talent de salon. D'accord. Hein, personne le c'était pas une profession, c'était on parle justement pas de profession, on parle tout simplement de choses qu'on a. C'était un don. Le fait de parler n'est pas une profession. Voilà, du côté breton, mon arrière-grand-mère était guérisseuse. Je sais que le médecin, c'était à Châteaulin, dans le Finistère. Alors ça remonte avant la Deuxième Guerre, hein, c'était même plutôt dans les années 1917, oui, voilà. Le médecin s'arrêtait tous les mercredis manger les crêpes chez ma grand-mère et lui disait un tel et un tel, j'aurais dû venir te voir parce que moi j'y arrive pas et elle est guérissée par exemple. Oui, donc on est en train de passer de la norme à l'exceptionnel. Effectivement, le médecin, lui, il a les connaissances, et là, c'est au-delà de ses connaissances. Voilà. Du côté provençal, c'était tout. Alors, donc là, c'était un milieu rural, agricole, on va dire. Hein. De mon côté provençal, c'était un milieu complètement différent, dans une société beaucoup plus urbaine et beaucoup plus intellectuelle. Et là, c'était un talent de société. C'est-à-dire que on faisait de l'ésotérique, voilà. Alors, après, comment j'ai su ça? Par les anecdotes familiales, hein, à savoir que mon arrière-grand-père est mort au fort de Douaumont il était porté disparu pendant la guerre de 14, et mon arrière-grand-mère, le jour où il a disparu, elle l'a su. Elle a dit, il ne reviendra pas. Voilà. Bon, alors ça, des exemples comme ça, on en a dans toutes les familles, je pense. Hein. Bon. Après, ma grand-mère était en cure. Non, c'est mon arrière-grand-mère qui était en cure et ma grand-mère, mes grands-parents étaient assez originaux. Ils ont fait partie des premiers campeurs, mais en camping nature, quoi. Des écologistes. Voilà. Et à l'époque, c'était avant-guerre, il n'y avait pas d'imperméabilisation. C'est ma grand-mère qui a imperméabilisé elle-même la toile de tente. Et ça lui a sauté à la figure. Sa mère était en cure, alors je ne sais plus, avec ses dents, je crois. Il n'y avait pas trop de téléphone à l'époque. Elle a dit, il faut que je rentre, il est arrivé quelque chose. Voilà. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, on parle beaucoup de guerre dans ma famille, donc ils habitaient à Toulon, au Mourillon, qui est le quartier du port. Au début, on va faire de l'histoire, les bombes tombaient dans l'eau parce que s'ils étaient bombardés par les Italiens, qui avaient beaucoup de familles, donc tout le monde était au balcon à regarder. Maman avait 9 ans, et elle s'amusait avec ses petites camarades de classe à forcer les barrages de la défense passive. Arrive une alerte, et là ma grand-mère a retenu ma mère en lui disant « Hélène, tu n'y vas pas ». Et elle a regardé toutes ses petites camarades de classe, la bombe est tombée là où elle est. Vous voyez, c'était que des... Alors,
toute mon enfance a été baignée par toutes ces anecdotes de voyance. Bon, moi, après, quand j'étais petite, je savais quand on allait avoir des interrogations écrites. Alors après, on va me dire, évidemment, c'est facile à savoir. On finit un chapitre, etc. Mais des gens me disaient, ah, Dominique, c'est une sorcière. Ah, Dominique, c'est une sorcière. Voilà. Bon. Je me suis pris quelques paires de baffes par mon père, dans le sens où une fois j'ai refusé de monter dans la voiture en disant nous allons avoir un accident de voiture. Je suis montée dans la voiture, on a eu un accident de voiture pas très grave, et bien sûr c'était de ma faute, puisque comme je l'avais dit, c'était pour ça que je venais pour. C'est cassant. Ah voilà. Bon. Donc mon enfance a été émaillée de Alors, comment vous avez découvert, comment c'est apparu en vous tout ça? Ben voilà, comme ça, au fur et à mesure. Après, moi aussi, c'était un talent de salon. Les cartes, c'est venu plus tard, c'était pas les cartes. Ah ben complètement. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'intéressait, donc je me suis mise à lire des livres sur l'ésotérisme. Mais moi, au départ, j'ai fait des études de droit. Je suis juriste de formation. Je regrette qu'il n'y ait pas de formation réelle. Qu'est-ce que ça serait cette formation? Sur la symbolique. Sur la symbolique, une formation ésotérique, ça existe, mais bon, c'est pas toujours fait selon mon goût. Mais bon. Vous n'avez qu'à le faire vous-même. C'est un autre débat. Bon. Et comment ça s'est produit? Pourquoi je me suis installée en professionnel? Eh bien, tout simplement parce que je me suis retrouvée au chômage économique, que je ne voulais plus faire ce que je faisais, puisque je travaillais pour une association qui était des familles en grande difficulté sociale. C'était très difficile, j'avais plus envie de le faire. Je me suis retrouvée donc au Pôle emploi avec un groupe de personnes qui ne voulaient plus faire non plus ce qu'ils voulaient faire. Et puis j'ai jeté en boutade, et puis si c'est comme ça, ben moi je fais ce que j'ai toujours aimé faire, et je m'installe. Et là, je pense être la première voyante de France. Le Pôle emploi m'a suivi. C'est vrai? Oui. Dans quel sens il vous a suivi? Eh ben dans le sens où on m'a aidé à faire des stages. D'abord on m'a laissé le temps de la réflexion, sans trop me casser les pieds. On m'a aidé à savoir comment monter ma petite société, ma petite entreprise, voilà, et tout s'est enchaîné comme ça. Et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, hein, si tout roule comme ça, c'est que ça marchera. Bon. Après, avec les difficultés liées puisque j'avais déjà des consultants, mais qui étaient gratuits, puisque c'était un salon. Bon. Comme ils étaient gratuits, ils ont continué à vouloir être gratuits. Donc c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais sinon, après le bouche à oreille, ça on rentre dans le côté un peu mercantile commercial. On va vous dire, quand on a du salon, il y a le bouche à oreille. Il se trouve que mes consultants sont des personnes, comme vous l'avez compris, plutôt dans un milieu assez élevé intellectuel, qui se feraient des fois hacher menu plutôt que de dire qu'ils sont riches. Donc voilà, ça se fait, mais c'est confidentiel. Alors on va revenir sur une question qu'on avait posée, enfin je crois, avant l'entretien. Qu'est-ce que sont ces horoscopes celtiques? Ah oui, alors ça c'est mon hobby, ma lubie, non? Oui. Voilà, donc en fait je m'appuie sur les arbres tutélaires, qui viennent de la tradition celte, hein, où chacun, selon sa date de naissance, aurait un arbre tutélaire. Après, vous dire comment je fais l'horoscope, c'est un peu compliqué, parce que ça ne s'applique pas du tout comme sur les calculs astrologiques réels, où là, bon, il y a quand même toute une science astrologique. Là, ça relève plus d'un mode de divination particulier. Vous avez des cartes spéciales que vous servez pour faire votre horoscope celtique? Ben, j'ai des arbres tutélaires avec les symboles qui se tient à faire au fur et à mesure de l'année, de la semaine, puisqu'en fait j'écris aussi, pas en ce moment parce que j'ai pas eu trop le temps, des articles toutes les semaines qui sont liés à la symbolique de la semaine et le tarot. Et après qui rejoignent les fameux arbres tutélaires, et où tout le monde rentre un petit peu en connexion et en. Donc, dans votre consultation, vous ne savez pas des arts tutélaires? Si? Alors, non. Je ne m'en sers pas dans la consultation, mais chaque personne qui vient me voir repart avec notre truc de numérologie, avec son chemin de vie, et avec son arbre tutélaire, ce qu'il veut dire, le pourquoi. D'après l'arbre tutélaire, c'est déterminé numérologiquement? Alors ça a été déterminé en fait de tradition. Alors en celte,
Donc, par C'est exemple, automatique. voilà, Ça peut leur donner sens, voilà, exactement comme pour vous, comme pour l'astrologie, avec il y a des correspondances qui sont fixes. Oui. voilà, il y a des correspondances fixes, mais tout le monde n'est pas d'accord. Ce qui fait que des fois, il y a des gens qui me disent: ah, mais je suis peuplier, je croyais être pommier. Voilà, parce que Ils sont un effectivement, peu paumés. Oui. c'était une tradition orale, rien n'est fixé de manière établie. Bon. Et alors, ces arbres tutélaires, ça nous renseigne sur chaque arbre tutélaire. Le fait que je sois tel, moi je suis né le 1er décembre, j'ai un certain arbre tutélaire, Ouais. qui veut dire quelque chose pour me concernant, mon caractère, Voilà, mon c'est ça. destin. Et puis aussi, par exemple, vous seriez S, je pense. Alors après, il y a 7 arbres qui sont les arbres des bosquets des druides. Alors on va parler par exemple du pommier. Bon, ben, la personne qui a pour arbre tutélaire le pommier, c'est une personne qui va être très intéressée par la connaissance, qui va être liée à toute la symbolique du bien et du mal de la connaissance. Là, on va être renvoyé à la Bible et au Jardin d'Éden. Bon, attiré aussi par les méthodes de la science, avec Newton. Enfin, vous voyez, chaque arbre, il peut tirer de chaque arbre des connaissances particulières. Le peuplier, ça va être quelqu'un d'élégant, qui va être assez souple, pouvoir se plier au vent. Le chêne, c'est quelqu'un qui va être très féru de justice, qui va être droit, qui va être solide, sur lequel on va pouvoir compter, qui va avoir une belle longévité, voilà. Alors les horoscopes druidiques ou celtiques, ils permettent de parler de l'avenir. C'est ça, oui, par rapport à votre arbre. De là, parce que l'arbre, à partir de l'arbre, on a quand même un calendrier qui se met en place et qui permet de déterminer certaines périodes. Des périodes du calendrier celte, avec les fêtes celtes, bon, et aussi la lune. Alors après, évidemment, à quoi il ramène le calendrier celte, enfin les arbres tutélaires, ça ramène à toute la symbolique de l'arbre, qui est la verticalité, qui est d'avoir les pieds bien ancrés sur terre, sur la terre-mère, puisque les druides, c'était beaucoup ça, la déesse mère, la déesse Gaïa, donc les pieds ancrés sur terre, et puis la verticalité avec les bras qui peuvent symboliser les branches et qui s'étirent vers le ciel. Oui, mais ça c'est une symbolique psychologique, mais au niveau prévisionnel. Et bien c'est là où je vous dis, ça fait partie de la divination. Ah oui. Donc la divination celte, ça fonctionne à partir de la Lune, ça fonctionne à partir de quoi? Oui, à partir de la Lune et des cycles. Parce que vous, moi, en tant qu'astrologue, là on vient de parler. Oui, mais c'est ce que je vais vous dire. Ça va pas être. Bon, l'astrologie, vous allez établir une carte du ciel avec des positions des différentes. des astres dans les différentes maisons et des calculs. Bon, là, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus symbolique, je dirais. Et malgré tout, il y a c'est quand pas même, scientifique. Il y a quand même, non mais soit scientifique ou pas, il y a quand même une méthode qui permet de déterminer qu'est-ce qui va se passer. Alors là, je vous dis, la méthode, elle est tout à fait ésotérique. Oui. Mais elle existe quand même. Elle existe, mais elle est secrète. Elle est secrète, mais complètement comme l'était l'enseignement des druides. Bon, d'accord, alors elle est secrète. Elle est secrète, elle est druidique. D'accord. Et ça, vous l'avez obtenu comment, cette science? Je vous ai donné des indications, oui, ça m'a été légué.